Bonjour à tous. Alors, bienvenue à celles et ceux qui suivent cette séance de formation. Lorsqu'il m'a été demandé de l'organiser, il est évident que je n'ai pas pu refuser, fort de mon expérience d'ancien syndic et de président de chambre, et ce pour plusieurs raisons. La première tient au fait que cette formation avait été programmée pendant ma présidence, et en raison de la crise sanitaire que vous connaissez, il n'a pas été possible de l'organiser en présentiel. La seconde tient à l'importance de ce sujet, et vous savez tous que les pouvoirs publics attendent beaucoup de nous en cette matière, et ont fortement misé sur le notariat pour jouer un rôle capital en ce domaine. Ceux qui parmi vous d'ailleurs assistent au congrès de la profession ont peut-être encore en mémoire ce congrès de 2019 qui s'est tenu à Bruxelles et qui était consacré au droit international, et où il y avait une table ronde avec le directeur de Tracfin et le procureur près la cour d'appel de Paris, consacré aux obligations du notariat sur le blanchiment. Et plus récemment encore, pour ceux qui ont pu assister au congrès de Nice, vous vous souvenez peut-être aussi des paroles qui ont été prononcées par le garde des Sceaux, monsieur Dupond-Moretti, où il a employé l'expression pour les professionnels qui sont assujettis à ces obligations en matière de lutte contre le blanchiment, d'ardentes obligations, et d'ajouter que les professionnels qui sont aux avant-postes doivent jouer le jeu, naturellement, et que le notariat était au cœur de ce dispositif. Donc, vous voyez que la profession, on attend beaucoup d'elle sur ce sujet. Troisième raison, et elle est une des plus importantes, c'est que les rapports d'inspection de l'année 2020 ont malheureusement montré que 16% des offices de notre compagnie n'ont pas du tout mis en place les fiches de vigilance, et que 25% des offices, toujours de notre compagnie, ne les utilisent pas de façon systématique. Évidemment, ces manquements ou ces négligences ne sont pas acceptables, et il est vivement recommandé que les études qui sont défaillantes en la matière réagissent au plus vite. La quatrième tient aux sanctions. Si vous vous souvenez des paroles qui ont été prononcées par le procureur Tocanier lorsqu'il est intervenu à notre Assemblée générale du mois de novembre dernier, il a indiqué en matière de blanchiment, c'est un jackpot pour les magistrats. Je dois vous rappeler que c'est aussi un jackpot du point de vue des sanctions, parce que là, si on est défaillant, et si malheureusement, eh bien, on était pris dans le cadre d'une opération de blanchiment, ça coûterait extrêmement cher. D'une part, il y a la responsabilité disciplinaire pour le notaire qui aurait manqué à son obligation de vigilance. Et je vous rappelle que les sanctions ont été alourdies par l'ordonnance du 1er décembre 2016, puisque la sanction prononcée en la matière peut être une interdiction temporaire d'exercer ou une sanction pécuniaire dont le montant pourrait être du double de l'avantage retiré du manquement, avec un plafond d'1 million d'euros. Mais c'est quand même considérable pour une sanction disciplinaire. Faut aussi, vous le savez, puisque ça a été dit et redit, qu'à compter du 1er juillet 2022, la discipline sera dorénavant exercée à l'échelon régional de la Cour d'appel. On ne peut pas exclure que les poursuites
seront plus nombreuses et les sanctions également. Enfin, et c'est peut-être le plus lourd pour vous, le notaire, il engage sa responsabilité pénale au cas où il participerait de manière volontaire ou de manière involontaire, ou se rendrait complice d'une obligation de blanchiment. Et là, eh bien, il faut se rappeler que la sanction est un emprisonnement de 5 ans au maximum et une amende de 375 000 euros. Autrement dit, euh, vous engagez forcément votre responsabilité disciplinaire, votre responsabilité pénale et votre responsabilité civile lorsqu'il y a des manquements. Et bien entendu, il ne sera pas possible de compter sur le soutien des instances professionnelles et de votre assureur, puisque vous savez que la responsabilité pénale n'est pas prise en charge, ou très peu, dans nos contrats d'assurance responsabilité. J'ajoute encore une dernière chose, c'est que la loi, en l'occurrence le Code monétaire et financier, n'opère aucune distinction entre le notaire libéral et le notaire salarié. Le notaire salarié a exactement les mêmes responsabilités que le notaire libéral et pourrait être sanctionné exactement de la même manière au plan disciplinaire et au plan pénal. Outre évidemment la responsabilité professionnelle qu'il a donc à l'égard de son employeur et les sanctions propres au droit du travail, puisque là évidemment le manquement pourrait être assimilé à une faute lourde. Donc, voici pour les quelques observations liminaires que je voulais vous faire avant de passer à mon introduction qui sera relativement rapide en la matière. Je vais tout de suite planter le décor. L'article qui nous concerne au premier chef, c'est le L561-2, 13e du Code monétaire et financier, qui doit normalement s'afficher sur l'écran et qui nous assujettit directement aux obligations auxquelles nous sommes tenus. Vous voyez, bon, les notaires, on les a indiqués en gras. Hein. Nous sommes à côté des huissiers de justice, des avocats, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires-priseurs. Alors, il y a aussi d'autres professions qui sont visées, non pas dans ce 13e de cet article, mais dans les autres alinéas, tels que les banquiers, les agents immobiliers, etc. Mais tout ceci ne nous concerne pas. Voilà, alors il faut aussi toujours en introduction peut-être vous rappeler quelques définitions, ce qu'est le blanchiment des capitaux. Alors là, il faut se référer à l'article 324.1 alinéa 1 du Code pénal qui définit le blanchiment des capitaux comme le fait de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens et des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit qui a procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Et le financement du terrorisme, c'est le fait de fournir ou de réunir des fonds susceptibles d'être utilisés pour commettre ou faciliter un acte de terrorisme. La conclusion, c'est que le notaire est tenu de déclarer, nous le verrons dans quelques instants, à une cellule spécialisée dénommée Tracfin, les sommes et les opérations qu'il soupçonne provenir d'une activité illicite. Alors, c'est vrai que à l'origine, le périmètre de la déclaration de soupçon, puisque ça fait une vingtaine d'années que le notariat est quand même assujetti à ces obligations, était limité, on va dire, aux infractions les plus lourdes, le trafic de stupéfiants, la corruption, les activités
criminel organisé, mais son champ d'application a été étendu par une directive du 26 octobre 2005 à d'autres infractions. Donc, nous avons un article, l'article L561 indice 15 du Code monétaire et financier, qui ajoute que la déclaration de soupçon doit être faite dès lors que le professionnel, en l'occurrence le notaire en ce qui nous concerne, dès lors que les sommes ou les opérations qui portent sur ces sommes, on peut soupçonner ou on a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à 1 an. Alors, dès lors que on soupçonne que les fonds ou l'opération est susceptible de provenir d'une infraction supérieure à une peine privative de liberté de 1 an, et il y en a. On rentre dans le champ d'application de cette déclaration de soupçon. Ce peut être une escroquerie, un abus de faiblesse, et ce n'est pas uniquement lié aux opérations de la mafia, l'argent de la drogue, etc. L'objet est beaucoup plus large. Et aussi, mais ça, je vous le redirai dans une deuxième partie, dès lors que l'on soupçonne ou que nous avons de bonnes raisons de soupçonner qu'il y a une fraude fiscale, eh bien, la déclaration de soupçon sera obligatoire. Et enfin, il y a tous les autres opérations. L'opération particulièrement complexe, celle d'un montant qui est inhabituellement élevé, ou l'opération qui ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Donc, il faut retenir que la déclaration que nous ferons à cet organisme TRACFIN sera obligatoire dans le cas où des opérations dont nous sommes chargés portent sur des sommes qui proviennent soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à 1 an ou sont liées au financement du terrorisme, d'une fraude fiscale dès lors qu'il y a présence d'au moins un des 16 critères définis par le décret du 16 juillet 2009, je vous l'afficherai un tout petit peu plus tard dans la séance, ou lorsque il y a des anomalies qui sont constatées à l'occasion d'un dossier et qui tiennent soit au client que l'on n'a pas la possibilité d'identifier ou mal identifié, soit aux modalités de paiement, soit à la cohérence de l'opération. Alors, vous avez tout de même un domaine qui échappe à la déclaration de soupçon, celui des consultations juridiques, à moins que ces consultations juridiques aient été, bien sûr, fournies à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme, ou si le notaire le sait. Voilà. Tout le dispositif mis en place actuellement est le fruit de 4 directives européennes qui ont été respectivement adoptées le 10 juin 1991, le 4 décembre 2001, le 26 octobre 2005 et le 20 mai 2015, la dernière directive ayant été transposée en droit interne par une ordonnance du 1er octobre 2016 et son décret d'application du 18 avril 2016. Et tout ce dispositif, eh bien, vous le retrouvez aux articles L561 et suivants du Code monétaire et financier pour sa partie législative et R561 et suivants du même code pour ce qui est de la partie réglementaire. Tout le système actuellement repose sur l'évaluation et la gestion des risques que doit mettre en place le professionnel, c'est-à-dire en ce qui nous concerne, le notaire, mais c'est aussi valable naturellement pour tous les autres professionnels qui sont assujettis à ces obligations. Et ceci constitue la clé de voûte
du dispositif lutte contre le blanchiment. Fait, bon, c'est cette cartographie des risques que l'on doit mettre en place et qui va servir de base à la mise en place des mesures de vigilance. Et c'est au terme de ce processus que le professionnel sera le mieux à même de décider s'il y a lieu, oui ou non, de faire une déclaration de soupçon. Alors, il appartient à chaque office d'instaurer des procédures internes, et c'est peut-être là, effectivement, où on ne va pas jusqu'au bout de nos obligations, et des procédures qui soient suffisamment rigoureuses pour permettre de détecter les risques qui auront été préalablement identifiés et de déclarer l'existence d'une opération ou d'une tentative d'opération de blanchiment. Alors, évidemment, vous le savez déjà, mais le respect de l'ensemble du dispositif lutte contre le blanchiment fait l'objet d'un contrôle par la Chambre à l'occasion des inspections annuelles, mais aussi par le parquet qui est destinataire des rapports d'inspection. Alors évidemment, si vous avez des remarques à ce propos dans vos rapports d'inspection qui précisent que bah, vous êtes négligent, défaillant, que les obligations sont mal exécutées, eh ben, vous risquez peut-être de vous faire convoquer devant l'un de nos procureurs, soit celui de Versailles, soit celui de Pontoise. Et après, il peut y avoir, je vous l'ai dit, hein, des poursuites disciplinaires en cas de défaillance. Alors, moi, on m'a demandé de vous parler des procédures à mettre en place au sein de nos offices. Euh, Après réflexion, je me suis dit que finalement, euh, on ne pouvait pas mettre en place des procédures si on n'avait pas une bonne connaissance de nos obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et si par ailleurs nous ne connaissons pas les outils qui sont à notre disposition pour y parvenir. Voilà. À partir du moment où on connaît nos obligations, alors quand je dis on, c'est le notaire, mais évidemment, ce sont aussi tous les collaborateurs. C'est véritablement un travail d'équipe. Si le notaire connaît ses obligations et que le collaborateur ne les connaît pas, ça ne marchera pas. C'est rigoureusement donc impossible. Donc, formaliser une procédure, c'est très facile quand on connaît ses obligations et quand on connaît ses outils. Il est évident que si vous ne connaissez pas parfaitement vos obligations et si vous n'avez pas connaissance des outils qui sont à votre disposition, vous ne parviendrez pas à formaliser cette procédure qui est impérative, hein. Nous le verrons en troisième partie, mais elle résulte quand même d'un texte qui est inséré dans le code monétaire et financier. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de découper mon intervention en trois parties. Ça décevra peut-être ceux qui aiment les plans universitaires de partie sous partie, mais j'ai trouvé que au plan pédagogique, c'était sans doute plus satisfaisant de présenter les choses de cette manière. Première partie, connaître ses obligations. Je vais vous les rappeler en synthèse. Deuxième partie, connaître ses outils, parce que vous verrez, et c'est vrai que je l'ai un peu découvert aussi moi-même, que on a beaucoup d'outils qui sont véritablement à portée de main, et je ne suis pas convaincu que nous les utilisons tous, alors qu'ils sont très très faciles à utiliser. Et enfin, dernière partie, formaliser une procédure ou des procédures au sein de l'Office pour atteindre le niveau d'efficacité qui doit être le nôtre. Voilà. Donc, commençons, si vous le voulez bien, par la première partie consacrée à la connaissance de nos obligations. Alors,
Là, normalement, je ne devrais rien vous apprendre, puisque vous les connaissez déjà, ces obligations. Bon, une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Vous en avez trois qui s'appliquent à nous. L'obligation de vigilance, première obligation. Deuxième obligation, l'obligation de déclaration de soupçon. Et troisième obligation, qui est une obligation de conservation des pièces et documents. Donc, si vous le voulez bien, nous allons les passer donc en revue les unes après les autres, en commençant par l'obligation de vigilance. Cette obligation de vigilance, vous le savez, hein, c'est tout de même l'obligation centrale du dispositif et elle va reposer sur l'ensemble des vérifications que le professionnel doit faire à l'occasion d'une opération dont il est chargé. Et ces vérifications doivent vous permettre de vous forger une opinion sur l'opération et de prendre une décision. C'est pour ça qu'elles doivent être parfaitement connues du notaire et de ses collaborateurs. Alors, nous allons rapidement examiner son domaine, son contenu et la façon dont laquelle elle s'exerce. Le domaine de l'obligation de vigilance, il est encore une fois énoncé à l'article L 561 indice 3 1 à 7 du Code monétaire et financier. Et en ce qui nous concerne, l'obligation porte essentiellement sur le secteur des transactions immobilières, les ventes de fonds de commerce, mais également le domaine des sociétés, le texte visant les apports nécessaires à la création, à la constitution, à la gestion, à la direction des sociétés ou de fiducie ou de droit étranger, de toute autre structure similaire, constitution ou gestion de fonds de dotation. Donc, ça, c'est quand même le domaine du notariat, hein, essentiellement l'activité. Alors, vous remarquerez que dans cette définition, les actes qui relèvent du droit patrimonial de la famille ne sont pas spécialement visés par le texte. Néanmoins, il faut tout de même se méfier parce que une succession, ça peut sembler étonnant, une libéralité, un partage pourrait dissimuler une obligation de blanchiment. Donc je crois que il faut mieux considérer en ce qui concerne notre activité que ces obligations concernent tout le périmètre de l'activité notariale, même si on peut tout de même considérer que les opérations qui relèvent du droit patrimonial de la famille présentent un risque moins élevé. Mais évidemment, si vous avez des collaborateurs qui font des successions, ils ne peuvent tout de même pas ignorer aussi ces obligations et il faut qu'elles soient portées à leur connaissance et que des vérifications soient également faites. Le contenu de ces et l'exécution de cette obligation de vigilance, je vous l'ai déjà dit, il repose principalement sur l'ensemble des vérifications que nous devons faire à l'occasion d'un acte ou d'une opération dont nous sommes chargés. Et ces vérifications doivent nous permettre de déterminer si l'opération en question présente, oui ou non, un risque de blanchiment, mais peut-être aussi de détecter une infraction. Et en effet, selon ce résultat, il sera possible de conclure soit à l'absence de risque de blanchiment, soit mettre fin, dans certains cas, nous le verrons, à ce que l'on appelle la relation d'affaires, ou d'établir une déclaration de soupçon. Alors évidemment, si votre contrôle est rigoureux, s'il est pointu, rien ne passera à travers le filtre que vous aurez mis en place. Et si quelque chose devait tout de même passer, bon, on peut imaginer que le notaire serait à l'abri de tout reproche pour le peu qu'il ait conservé une trace de ses diligences. Si le contrôle il est défaillant, s'il est insuffisant, bah, c'est ce défaut de diligence
qui sera alors pointé et les conséquences, vous les connaissez en termes de responsabilité puisque je viens de vous les rappeler. Alors, d'un point de vue tout à fait pratique, les opérations de vigilance supposent que le notaire ait établi une cartographie des risques qui soit adaptée à l'étude. Les risques sont liés, on les connaît, principalement à l'identification des personnes, à la cohérence de l'opération et à son objet, et enfin à la provenance et à l'origine des fonds. Euh, alors, ce que l'on peut dire là-dessus, c'est que bon, ça reste peut-être un petit peu flou, mais tout de même, ça doit aussi être adapté, l'identification de ces risques au type de clientèle que vous avez, qui n'est peut-être pas forcément la même pour tout le monde. Il peut s'agir d'une clientèle locale, mais certains d'entre vous ont une clientèle d'affaires, des chefs d'entreprise, une clientèle internationale et évidemment, bien sûr, là, vous devrez peut-être adapter en fonction de la typologie de vos clients et aussi de la nature des services que vous rendez à votre clientèle. Et aussi, tout ceci devra être adapté à la taille de la structure naturellement. Alors, les vérifications qui doivent être opérées portent sur un certain nombre de points. Premièrement, l'identité et le bénéficiaire effectif. Alors, je vous ai rappelé la définition du bénéficiaire effectif. Euh, alors, bon, déjà, l'identité des personnes. Évidemment, cette contrôle d'identité est prévu aussi par l'article 561 indice 5 du Code monétaire et financier dans sa partie réglementaire. On le fait à peu près tous, euh, pas à peu près tous, demander la copie de la pièce d'identité ou du passeport. Alors attention, hein, donc il doit y avoir une photo, elle doit être en cours de validité. Euh, la demander à la fin du rendez-vous, c'est un peu tard. Je crois qu'il faut la demander tout de suite, dès qu'on est chargé d'un dossier. C'est la première chose à faire, contrôler l'identité et si, évidemment, on a un doute sur la pièce d'identité, ne pas hésiter à demander une seconde pièce d'identité. Euh, et à en contrôler la véracité si on a le moindre doute. Il y a des logiciels qui se trouvent dans le commerce et qui permettent tout à fait de le faire. Euh, ensuite, pour les personnes morales, ça sera parfois un peu plus compliqué. Alors évidemment, c'est l'extrait CABIS de moins de 3 mois qui doit être demandé et qui comporte toutes les mentions qui permettent d'identifier parfaitement la personne morale, ses associés, ses dirigeants, bien veiller à ce que les statuts soient à jour, vérification de la chaîne des pouvoirs, vérification de l'objet social, avec peut-être une attention plus particulière pour les secteurs d'activité qui sont en ligne de mire, les sociétés bâtiments, par exemple, où là, les risques de fraude sont peut-être un peu plus accentués, mais il y a d'autres aussi sociétés sensibles. Et bien sûr, il faut prêter une attention particulière lorsque vous avez dans les sociétés des associés qui sont elles-mêmes personnes morales ou lorsque vous avez des sociétés de droit donc étrangers. Alors là, évidemment, on a quand même cette notion de bénéficiaire effectif. Le bénéficiaire effectif, en gros, c'est celui qui tire un petit peu les ficelles, pour parler vulgairement. Alors, s'agissant d'une personne physique, c'est relativement simple. Bon, c'est celui qui
est le bénéficiaire de l'opération et qui contrôle directement ou indirectement le client, ou c'est celui pour lequel l'opération est exécutée. Alors, pour ce qui est des personnes morales, vous avez une définition aussi de ce qu'il faut entendre par le bénéficiaire effectif. Normalement, elle devrait s'afficher sur le slide qui suit. Je ne vous ai pas mis in extenso ces articles qui sont quand même assez longs, mais on va vous dire que bon, c'est la personne qui contrôle la société, qui a au moins 25% du capital, les droits de vote, etc., etc. Donc, c'est vrai que la première chose à faire, une fois que l'on a vérifié l'identité du client, c'est de vérifier qui est le bénéficiaire effectif, que ce soit une personne physique ou que ce soit une personne morale. Et là, évidemment, on redoublera aussi d'attention lorsque le client n'est pas présent, lorsqu'il est représenté et que l'on n'est pas en rapport direct avec le client. Il faut mener, bien entendu, des investigations. Il faut vérifier toute la chaîne de la représentation. Alors, de toute manière, vous serez amené forcément, et vous le faites, à faire une distinction entre le client qui est habituel et le client que vous ne connaissez pas. Le client habituel, par définition, il a déjà eu affaire à vous, vous le connaissez, vous avez déjà contrôlé son identité. Bon, on va pas le refaire donc à chaque fois. Si vous avez conservé la pièce d'identité, si vous voyez le client tous les 6 mois, vous n'allez peut-être pas lui redemander sa pièce d'identité tous les 6 mois, ça n'a aucun sens. En revanche, pour le client que vous ne connaissez pas du tout, là, il va peut-être falloir mener des investigations un peu plus approfondies, faire attention aux professions, notamment parce que, en fonction de la profession exercée, personne pourrait être politiquement exposée. Alors, normalement, on vous affiche un slide sur la définition de la personne politiquement exposée. C'est celle qui, en raison de l'activité professionnelle qu'elle exerce, est bien sûr soumise à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux, notamment de corruption, de trafic d'influence, etc. Voilà. Alors, pour vérifier si la personne est politiquement exposée, vous avez des outils pour cela. Je ne vous en dis pas plus, puisque ces outils sont examinés dans la deuxième partie de mon intervention, mais vous verrez que c'est très facile. Il ne faut pas se faire avoir, parce que le texte nous parle de personnes qui exercent des fonctions politiques, des fonctions administratives ou juridictionnelles, mais attention, les partenaires, les parents, les concubins de la personne sont aussi considérés comme politiquement exposés. Et là, la conséquence, c'est qu'effectivement, en présence d'une personne politiquement exposée, votre obligation de vigilance, elle va nécessairement donc être renforcée. Première investigation, identité et détermination du bénéficiaire effectif que vous impose cette obligation de vigilance. Deuxième vérification, elle porte sur la cohérence et l'objet de l'opération. Bon, là, évidemment, il faut quand même se poser un certain nombre de questions. Le bien est vendu, enfin, le bien a été acheté, il est revendu rapidement, vous avez un prix qui est payé hors la comptabilité, vous avez une incohérence entre la situation de l'une des parties et les conditions économiques de l'opération dont vous êtes chargé. Une personne qui est sans activité professionnelle, qui achète comptant un appartement de 500 000 euros, bon, ça doit quand même attirer l'attention. Un prix aussi qui serait parfois déconnecté
de la réalité du marché. Alors, bon, évidemment, aujourd'hui, on a quand même aussi des outils pour apprécier la valeur du bien immobilier. Si évidemment il y a une déconnexion, euh, là, ça doit quand même aussi attirer l'attention et il faut mener nécessairement les investigations plus loin et il faut comprendre. Voilà. Parce que si vous n'avez pas compris, vous n'arriverez pas à vous faire une opinion éclairée et prendre une décision derrière. Troisième investigation, c'est la provenance et l'origine des fonds. Alors, c'est peut-être celle qui est la plus difficile, naturellement, hein. Vérifier la traçabilité, bon, bah, ça, aujourd'hui, je crois que ça pose plus trop de problèmes parce que vos caissiers sont très, très vigilants. Bon, le virement est obligatoire aujourd'hui, notamment, vous le savez. Bien sûr, il faut identifier l'auteur du virement, il faut vérifier le libellé de l'opération, il doit y avoir une cohérence entre l'auteur de virement et le bénéficiaire de l'opération. Les fonds doivent être destinés à l'opération. Et là, c'est pareil, je l'ai déjà dit, mais je le redis, on apportera une vigilance particulière pour les sociétés parce que, bon, bah, il y a aussi toutes ces infractions en la matière, l'abus de biens sociaux, etc., etc. Bon, voilà. Donc, attention d'où viennent les fonds aussi. On a aussi pris pour habitude d'interroger les établissements bancaires. Alors, souvent, malheureusement, on se heurte à un refus des établissements bancaires de nous indiquer l'origine des fonds. Bon, le palliatif, c'est parfois de demander aux clients qu'ils nous apportent lors du rendez-vous une attestation de la banque, mais on se rend compte que bon, ce sont souvent des fins de non-recevoir et que ça ne marche pas. Bon, après, rien ne vous empêcherait, bien sûr, de préparer des déclarations sur l'honneur euh, pour que le client vous indique d'où ça provient, parce que, bon, évidemment, on n'a pas à aller jusqu'à demander les relevés de compte et à scruter nous-mêmes la provenance des fonds. Il y a des limites au-delà desquelles on ne peut notamment pas aller, mais il est quand même important tout de même d'employer tous les moyens pour opérer ces vérifications, parce qu'un notaire qui ne l'aurait pas fait pourrait être exposé à une sanction disciplinaire. Et j'ai, en cherchant, même trouvé un arrêt récent qui a été rendu par la Cour de cassation en 2019 et qui a confirmé une sanction disciplinaire prise à l'encontre de l'un de nos confrères, qui a prononcé une peine d'interdiction temporaire de 3 années. Voilà, donc on me dit que je suis un petit peu long, alors je vais essayer de raccourcir un petit peu. Alors, les vérifications qui sont faites doivent naturellement vous permettre de vous forger une opinion sur l'opération. Bon, alors quand la vérification ne fait rien apparaître d'anormal, on peut dire que le voyant reste au vert, la vigilance reste simple. Un client habituel de l'étude, vous le connaissez, il est ressortissant français, il est enseignant de profession, il achète comptant un bien qui est situé sur le territoire de la commune où l'étude est située, vous connaissez le marché, le prix correspond à sa valeur de marché, les fonds proviennent d'une succession que vous avez réglée, il est présent à l'acte, le client a été identifié, il est domicilié sur le territoire français, la provenance des fonds est connue, bon, il n'est pas politiquement exposé, eh bien là, le risque de blanchiment donc est nul et l'acte peut être signé. Après, vous aurez parfois des éléments inhabituels auxquels vous allez confronter, et là, c'est un petit peu ce que j'appelle le voyant orange, et la vigilance doit être renforcée donc à ce niveau-là. Je l'ai déjà dit, le client qui n'est pas habituel de l'étude, qui n'est pas présent, le client aussi qui sera domicilié ou ressortissant d'un État qui est soumis à
une surveillance particulière. Il y a quand même 24 pays qui sont soumis à ces risques particuliers. Euh, je vous dirai comment les trouver dans quelques instants. Le client est une personne politiquement exposée, le bien que vous vendez relève de l'immobilier de prestige. Tout ça, eh bien, nécessite des investigations complémentaires naturellement. Voilà. Et donc, s'il n'y a aucun doute ou soupçon, l'acte peut être signé. Et si à l'issue des opérations d'investigation, vous avez tout de même un doute, il faut faire votre déclaration auprès de Tracfin. Et là, évidemment, troisième cas possible, vous avez des anomalies qui ont été constatées. Alors là, évidemment, ça pourra aller jusqu'au refus d'instrumenter. Par exemple, vous n'êtes pas parvenu à identifier parfaitement le client ou le bénéficiaire effectif. Et là, l'acte ne peut pas être signé. Vous devez refuser d'instrumenter et la déclaration doit être faite à Tracfin. Enfin, évidemment, si vous soupçonnez une fraude fiscale, là, il est évident que la déclaration est aussi nécessaire. Et si vous constatez l'infraction, alors là, ça va encore plus loin, c'est le refus d'instrumenter, c'est le procureur de la République qui doit être informé, c'est l'article 40 du Code pénal, et si l'infraction est en relation avec une infraction sur le blanchiment, eh bien, c'est en plus la déclaration de soupçon que vous devrez faire à Tracfin. Alors, j'en arrive à la deuxième obligation, l'obligation de déclaration de soupçon, qui est donc prévu par l'article L561-15 du Code monétaire et financier. Bon, on va rapidement examiner sa mise en œuvre et puis ses conséquences. Alors, s'agissant de sa mise en œuvre, dans quel cas? On l'a déjà dit, donc je ne vais pas vous le rappeler. Les cas dans lesquels eh bien, vous avez de bonnes raisons de soupçonner ou que vous soupçonnez que les sommes qui sont inscrites dans vos livres ou les opérations qui portent sur cette somme proviennent d'une infraction d'une peine privative de liberté supérieure à 1 an ou sont liées au financement du terrorisme, lorsque il y a au moins présence d'un des critères prévus par le décret du 16 juillet 2009, modifié par le décret du 12 février 2020 qui s'affiche. Dès lors que vous êtes en présence de l'un de ces critères, la déclaration de soupçon est obligatoire. Donc là, il est important que tout le monde connaisse ce décret, et si vous n'arrivez pas à l'issue des opérations de vérification à lever le doute, il est évident que vous devez aussi le faire, et à plus forte raison lorsque le bénéficiaire effectif n'a pas pu être déterminé. Voilà, l'auteur de la déclaration, c'est toujours le notaire, qu'il soit libéral ou qu'il soit salarié, pour les dossiers dont il a la charge. Jamais le collaborateur. Voilà, la déclaration est personnelle, il n'y a aucune délégation qui est possible. Le destinataire de la déclaration de soupçon, vous le savez, c'est l'organisme Tracfin, traitement du renseignement et action contre les circuits financiers et clandestins, et c'est la cellule spécialisée en la matière qui reçoit toutes les déclarations de soupçon des professionnels et dont la compétence est nationale. Et le rôle de Tracfin, c'est d'analyser les déclarations reçues et transmettre, le cas échéant, des notes d'information à l'autorité judiciaire. Les modalités de cette déclaration de soupçon, là, c'est pareil, vous devez le savoir. La déclaration est faite par téléprocédure, la téléprocédure Hermès, qui est une messagerie sécurisée, et c'est une modalité bien sûr à privilégier, mais elle peut aussi être faite par écrit en utilisant le formulaire qui est proposé par Tracfin sur son site internet. Rien n'interdirait a priori que la déclaration soit verbalement faite, mais en tout état de cause, elle doit être faite avant la réalisation de l'opération. Et suffisamment de temps à l'avance, parce que si vous la faites la veille et que le rendez-vous est prévu le lendemain, c'est naturellement trop tard. Donc, il faut véritablement avoir le sens de l'anticipation. On pourrait très bien imaginer d'ailleurs que la déclaration soit aussi faite a posteriori, si le soupçon naît à l'occasion du rendez-vous,
peut aussi donc arriver. Eh ben, vous faites la déclaration a posteriori, mais c'est quelque chose qui doit rester tout à fait exceptionnel. Les conséquences de la déclaration, au plan de sa responsabilité, euh, eh bien, le notaire qui a fait sa déclaration, il est exonéré de responsabilité civile et pénale, et aussi de sanctions professionnelles. Au plan de l'opération en cours, eh bien, là, c'est pareil, la réception de la déclaration va ouvrir à Tracfin un délai de 10 jours ouvrables à compter du moment où elle, elle reçoit un délai de 10 jours ouvrables durant lequel elle peut former opposition. Si elle ne forme pas opposition, vous pouvez passer votre acte. Si évidemment l'opposition est formée, bah, vous devez attendre l'expiration de ce délai qui d'ailleurs peut être prolongé par décision du président du tribunal judiciaire. Euh, je termine avec l'obligation de conservation des pièces, qui sera donc notre dernière partie consacrée aux obligations. Les pièces à conserver, bah, ce sont notamment toutes les pièces relatives à l'identification, à la vérification du client, aux caractéristiques de l'opération. Les résultats de l'examen renforcé devront être consignés naturellement par écrit. Les résultats aussi des consultations des registres, nous allons donc en parler dans quelques instants, vos fiches de vigilance et la copie de la déclaration de soupçon que vous aurez faite le cas échéant et son accusé de réception. Le délai de conservation est de 5 ans à compter de la clôture des comptes ou de la cessation de vos relations avec vos clients. Voilà, je suis passé assez rapidement sur cette obligation de vigilance parce que nous prenons malheureusement un petit peu de retard. J'entame tout de suite la deuxième partie, connaître ces outils. Alors, évidemment, la profession a beaucoup travaillé sur le sujet pour faciliter notre tâche et celle aussi de nos collaborateurs. Vous avez un outil, les outils qui sont, je dirais, à votre disposition sur l'intranote. Euh, il suffit d'aller sur le portail Réal, de taper dans la barre des tâches le mot vigilance, et là, vous allez trouver tous les outils que la profession a mis en place pour vous et pour vous aider à remplir correctement cette obligation de vigilance. Ces outils peuvent se ranger en deux catégories, on va dire les outils d'information et de formation. Alors, vous allez notamment retrouver sur le portail Réal le guide et mémento du Conseil supérieur du notariat. Les mises à jour sont assez sont fréquentes. La dernière est en date de mai 2021. Et dans ce mémento, il est examiné le contenu de chacune de nos obligations, les conséquences. On vous explique quel est le dispositif aussi de gel des avoirs. On vous définit la notion de personne politiquement exposée, de bénéficiaire effectif, un petit peu comme je l'ai fait. Et c'est une synthèse assez complète de la matière. Et bien entendu, la lecture de ce mémento est conseillée par tous. Il y a aussi un e-learning du Conseil supérieur du notariat. Je vous le conseille parce que c'est un module de formation qui dure à peu près une demi-heure, avec une rapide présentation qui est faite par l'un des membres du bureau du CSN. Et ensuite, vous avez un petit quiz qui vous permet à vous et à vos collaborateurs de tester vos connaissances en la matière. Et une troisième partie, on vous explique quel est le questionnaire vigilance qui a été mis en place par le Conseil supérieur du notariat. Vous avez aussi des dépliants d'informations à l'égard de la clientèle et vous avez surtout le questionnaire vigilance en ligne et c'est celui-ci que je vous conseillerais d'utiliser parce que il est quand même assez bien fait, il faut le reconnaître, et vous avez la possibilité de l'imprimer.
Ça, évidemment, je crois qu'il faut faire passer le message à vos collaborateurs et peut-être de mettre en favori, dans leurs favoris, ce questionnaire en ligne du CSN, de manière à ce qu'ils l'utilisent systématiquement à l'occasion de leur dossier dont ils sont chargés, et surtout de l'imprimer pour ensuite vous ménager la trace, bien sûr, de vos interrogations. Alors, on vous explique aussi quel est le dispositif de gel des avoirs. Alors ça, je crois qu'effectivement, c'est aussi important. Et vous avez aussi un lien vers le site de la DDGFIP du Trésor qui vous permet, bien sûr, de vérifier si le client que vous ne connaissez pas par hasard a fait l'objet de ce type de sanctions. Voilà. Les outils de détection et de vérification, je vous ai déjà parlé du questionnaire vigilance qui est en ligne. Je vous laisse le soin de le découvrir. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là puisqu'on n'a malheureusement plus beaucoup de temps. Vous avez aussi la base de données. Alors, le CSN a passé donc un contrat avec la société Dow Jones. Alors, vous avez un lien dans le questionnaire vigilance du CSN vers cette société et grâce à votre identifiant ID-Note. Alors là, il n'y a que le notaire qui peut interroger la base Dow Jones, pas le collaborateur. Ça vous permet de savoir si votre client est inscrit sur une liste de personnes politiquement exposées et si elle a fait l'objet d'une sanction nationale ou internationale. Et là, vous avez le résultat qui est quasiment immédiat. Et l'avantage, si vous voulez, c'est que cette base et les données de cette base sont actualisées chaque jour. Vous avez aussi la base de données du Trésor. Alors, la base de données du Trésor vous permet de vérifier si la personne fait l'objet d'une mesure de gel des avoirs. Et là, bien sûr, il est vivement conseillé de rentrer cette adresse dans les favoris parce que, contrairement au Dow Jones qui peut être interrogé que par le notaire grâce à son identifiant ID-Note, la base du Trésor peut être interrogée par tout le monde et vos collaborateurs. Voilà, alors après, il y a d'autres outils, d'autres bases de données, d'autres registres, évidemment. Les chambres, vous avez au moins 2 circulaires par an sur le sujet, des séances de formation, des tables rondes. Vous avez aussi une web formation qui est organisée sur le blanchiment par INAFON. Vous avez aussi, pour vérifier le bénéficiaire effectif, le site de l'INPI. Alors là, vous avez un accès qui est purement gratuit et qui vous permet évidemment d'identifier le bénéficiaire effectif, le registre du commerce et des sociétés, puisque aujourd'hui, le bénéficiaire effectif est normalement indiqué. Puis il ne faut pas oublier aussi toutes les bases commerciales. Hein. Bon, vous connaissez pas le client, bah vous tapez son nom sur n'importe quel moteur de recherche et vous allez apprendre des choses, voire les réseaux sociaux. Donc tout ça, évidemment, quand vous connaissez pas le client, vous avez tous ces outils-là à votre disposition. Il faut aussi savoir les utiliser. Une fois que vous connaissez vos obligations et vos outils, eh bien, c'est pas trop compliqué pour mettre en place une procédure au sein de l'Office. Et c'est la troisième et dernière partie de mon intervention. Et cette obligation, c'est un petit peu le pendant de l'obligation de vigilance. Parce que si vous connaissez vos obligations, vous connaissez vos outils, mais vous formalisez pas une procédure au sein de l'étude, vous ne serez pas efficace. Et ça, c'est une obligation qui est prévue par l'article L561-32 du Code monétaire et financier qui s'affiche. Vous voyez, hein, donc les deux points importants de cet article sont indiqués en caractère gras. Les personnes qui sont mentionnées au 561.2 mettent en place une organisation et des procédures internes contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et le deuxième volet
de cette obligation. Ce sont les mesures de contrôle interne. Voilà, donc j'ai découpé cette troisième partie en deux sous-parties, on va dire. La mise en place de procédures au sein de l'Office. Alors là, encore une fois, je pense que vous l'avez tous compris, ce dispositif lutte contre le blanchiment, c'est avant tout un travail d'équipe. Il faut que vos collaborateurs sachent ce qu'ils doivent faire, pourquoi ils doivent le faire, comment ils doivent le faire et à qui ils doivent rendre compte. Pour ce qui est de l'information et de la formation, là, évidemment, c'est à vous de définir donc la méthode. Vous pouvez faire une réunion du personnel sur ce thème de blanchiment des capitaux, expliquer ces obligations à vos collaborateurs, les procédures que vous allez mettre en place au sein de l'étude, leur faire lire les mementos que vous trouvez sur le portail Réal, les faire assister à cette séance de e-learning qui est purement gratuite, ou alors à une formation organisée par l'INAFON. Ça, c'est à vous de définir tout cela et vous avez toute liberté pour le faire, mais bien entendu, il faut qu'il y ait un niveau minimal de connaissances qui soit acquis par les collaborateurs et je dirais par tous les collaborateurs, y compris par les non-rédacteurs. Bon, le comptable, évidemment, est au premier plan. Et puis, tout le monde doit être associé donc à ce travail. Et bien sûr, tout ceci pourrait être contrôlé donc par les chambres à l'occasion d'une inspection. Et il est quand même vivement conseillé aussi de conserver la trace, les justificatifs de cette formation, les notes de service que vous aurez pu faire pour vos collaborateurs, les courriels, les comptes rendus de réunion, les attestations de formation, etc. Évidemment, pour ceux d'entre vous qui exercent en société, il va de soi qu'il faut aussi commencer par une réunion d'associés. Ça semble tout à fait indispensable puisque les procédures qui seront mises en place doivent être faites avec l'adhésion de tous pour qu'elles puissent s'appliquer à tous. La procédure doit être formalisée par un écrit, c'est-à-dire que il faut que vous preniez votre plume et votre stylo ou votre ordinateur, comme vous voulez, mais il faut forcément qu'il y ait donc un écrit. L'écrit, évidemment, devra être adapté à la taille de la structure. Si vous êtes notaire créateur et que vous êtes tout seul et que, bon, vous n'avez aucun personnel et que vous faites tout de A jusqu'à Z, évidemment, la procédure sera peut-être simplifiée puisque c'est vous qui allez tout faire, mais vous n'êtes pas pour autant dispensé de cet écrit. Et cet écrit, eh bien, il faut qu'il ait un contenu, naturellement. On doit commencer par une cartographie des risques. Alors là, évidemment, la cartographie des risques, c'est l'identification que l'on a vue, les risques clients, les risques liés aux opérations, les risques liés au paiement. Et bien entendu, tout ceci devra être adapté à la taille de la structure, à la typologie de clients que vous avez et aussi au type de service que vous rendez à la clientèle. En fait, là, c'est le questionnaire vigilance que vous reconnaissez. Bon, évidemment, après, vous devrez aussi, dans cette procédure, décrire et définir les outils que les collaborateurs devront utiliser pour mener à bien les opérations de vigilance, c'est-à-dire le remplissage des fiches de vigilance. Quels seront les outils pratiques qu'ils devront utiliser pour rechercher le bénéficiaire effectif, les modalités de vérification et d'accès au registre national du gel des avoirs. Donc, on l'a vu, la conduite à tenir lorsqu'un client est susceptible d'être considéré comme une personne politiquement exposée, les pièces et les documents que vos collaborateurs devront demander à l'occasion d'un dossier et qu'ils devront conserver en leur indiquant naturellement où et comment les conserver. Ensuite, il va falloir désigner un responsable.
parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de responsable, tout ceci ne fonctionne pas, hein. Donc le responsable sera quelqu'un de l'étude qui a une responsabilité, une position hiérarchique, nous dit le texte. Il s'agira probablement du notaire ou de l'un de ses associés, et ce responsable, il devra être veillé à la mise en place et au suivi des systèmes d'évaluation et de gestion des risques et de toutes les procédures qui auront été mises en place. Il faut aussi peut-être penser à désigner un déclarant et un référent avec la Banque des territoires. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler malheureusement, mais le Conseil supérieur du notariat et la Caisse des dépôts ont signé le 8 février dernier une charte sur le blanchiment qui repose avant tout sur des échanges d'informations respectifs entre les études et la Caisse des dépôts et consignations, qui d'ailleurs fonctionne dans les deux sens, et un référent doit être aussi désigné au sein de l'étude. Voilà. Alors évidemment, bien sûr, votre écrit doit aussi comprendre tous les dispositifs d'alerte du notaire ou du référent au cas où votre collaborateur a un doute sur quelque chose. Parce que si vous ne faites pas à un moment donné remonter l'information et que vous la découvrez la veille ou le jour du rendez-vous, c'est malheureusement trop tard. Donc, la mise en place de cette obligation de vigilance, elle commence dès à l'entrée du dossier, pas à la fin, avec tout un suivi. Bien sûr, cet écrit doit être diffusé à l'ensemble du personnel et puis il devra être tenu à jour dès qu'un nouveau risque est identifié, par exemple. Voilà. Deuxième point de la procédure, il faut mettre en place des mesures de contrôle interne. Évidemment, vous comprenez assez vite pourquoi. Sur l'autoroute, la vitesse est limitée à 130 km/h. Si vous ne mettez pas des radars, au bout d'un certain temps, plus personne ne respectera les limitations de vitesse. Donc il faut qu'il y ait un contrôle qui soit mis en place au sein de l'étude, de contrôle que la procédure écrite que vous aurez bâtie est bien respectée par l'ensemble du personnel et aussi des notaires. Et cette obligation, qui est prévue par l'article R 561-38 du Code monétaire et financier, est double. Il y a un contrôle interne, ce contrôle doit être permanent, nous dit le texte. Il sera assuré par le responsable que vous aurez désigné dans votre procédure écrite, naturellement. Et le texte prévoit aussi un contrôle interne permanent exercé par des personnes qui sont indépendantes. Alors là, c'est un petit peu pour moi énigmatique, mais je pense qu'au niveau de la profession, il faut comprendre que le contrôle, c'est celui des chambres, en fait, hein. Je pense que nous remplissons ce deuxième contrôle par des personnes qui sont indépendantes et qui ne sont pas spécialement dédiées donc, à cette tâche, mais il me semble que le contrôle qui est opéré par les chambres à l'occasion des inspections répond à ce contrôle interne périodique, en définitive. Voilà. Donc, en conclusion, puisque j'ai un petit peu débordé et même un petit peu écourté ce que je voulais vous dire, mais ça fait tout de même plus d'une heure que j'ai pris la parole. En conclusion, il est toujours un petit peu difficile de conclure sur un sujet comme celui-là, mais à l'issue de cette séance, ce que je voudrais dire, c'est que pour les offices qui ne remplissent pas les fiches de vigilance et
celles dont on peut douter qu'elles ne satisfont pas à leurs obligations en la matière, il est vraiment urgent de réagir et de se mettre en conformité avec la réglementation, car vous avez des contrôles qui sont susceptibles de s'accentuer et des sanctions professionnelles qui pourraient être prononcées. Pour les offices qui remplissent leurs obligations, mais on va dire de manière erratique, il est évident qu'une amélioration s'impose et que là, vous devez mettre en place la procédure interne que je vous ai décrite. Et pour les offices qui remplissent régulièrement leurs fiches de vigilance, il y en a quand même un certain nombre, et tant mieux, mais qui n'ont pas mis en place un process, soit parce qu'elles étaient un petit peu dans l'ignorance qu'il fallait le faire, ou parce qu'elles n'ont pas eu le temps, eh bien, il faut maintenant s'y atteler, parce que peut-être qu'à l'occasion des inspections, on regardera dorénavant non pas seulement les fiches de vigilance, mais on vous demandera si vous avez un process, quelles sont vos procédures, et puis on vous demandera peut-être une copie de la procédure écrite que vous avez mis en place. Et c'est à ce prix-là, évidemment, que vous serez irréprochable en la matière et à l'abri d'une mise en cause de vos responsabilités disciplinaires, civiles et pénales. Alors, nous avons ouvert un chat. J'ai pas Bénédicte, qui est dans la pièce d'à côté, a peut-être sélectionné un certain nombre de questions auxquelles je vais essayer de répondre. S'il y en a d'autres, le temps m'étant imparti, étant expiré, j'y répondrai a posteriori. Je vois que l'on m'en glisse deux. Première question, beaucoup de banques refusent de remplir les déclarations de provenance des fonds en vertu du secret bancaire. Que conseillez-vous? Alors, j'ai un petit peu abordé ce sujet au cours de l'intervention et c'est une difficulté auquel nous sommes tous confrontés. J'en ai parfaitement conscience. Comme je vous l'ai dit, le notaire n'est pas dispensé de vérifier l'origine des fonds. Il y a même eu des sanctions disciplinaires qui ont été prononcées à l'encontre de certains de nos confrères. Donc, on doit tout faire pour. Si nous ne parvenons pas à obtenir une attestation bancaire, je pense que rien ne nous empêcherait de préparer une déclaration sur l'honneur qui sera, dans ce cas, signée par le client. Il nous indiquera quelle est la provenance des fonds. Alors, ça ne va pas être systématique non plus, parce que si évidemment vous avez un client qui finance à l'aide d'un prêt 100%, ça ne sert à rien, naturellement, on sait d'où viennent les fonds. Hein. Mais bon, évidemment, après, dès que vous ne savez pas, et dès que vous ne pouvez pas avoir l'information parce que vous avez demandé l'attestation de la banque et que vous ne l'avez pas eue, c'est la déclaration sur l'honneur. Hein. Il faut surtout après conserver au rang de vos pièces votre déclaration sur l'honneur. Au niveau de la conservation, je ne l'ai pas dit, je le rajoute, ça n'a rien à voir avec la question, mais c'est important. Si vous êtes amené à faire une déclaration de soupçon, en aucun cas ne la laisser dans la dossier. Mieux vaut, et ça devrait être indiqué dans la procédure, la mettre sous un classeur, réservé donc à cet effet, parce que si vous êtes perquisitionné et que vous avez laissé votre déclaration de soupçon dans le dossier ou dans la minute, elle va être jointe aux pièces de la procédure, et là, vous n'avez pas le droit de divulguer une déclaration de soupçon. Il y a une amende pénale, je crois que c'est 22 500 € d'amende pénale qui est prévue. Hein. Donc, attention aux déclarations de soupçon. Là, on ne les divulgue pas et on les conserve sous classeur et certainement pas dans le dossier. Deuxième question. Lorsque nous voulons contrôler les bénéficiaires effectifs, cette possibilité nous a renoncé par le greffe. Comment justifier alors des démarches effectuées? Alors, j'ai répondu aussi à cette question, parce que le bénéficiaire effectif, ça ne se vérifie pas uniquement auprès du greffe. Vous avez d'autres moyens, notamment vous pouvez le vérifier en consultant le site de l'INPI. Donc, et puis,
Bon, bah, alors c'est vrai que les cabis, normalement, devraient être à jour, puisque c'est quand même une obligation de la loi Sapin, il me semble, de 2016. Et les greffes sont quand même attentifs à ce que les sociétés, qu'elles soient civiles ou commerciales, mettent à jour leurs bénéficiaires effectifs. Donc, je pense que sur les cabis, dans le futur, on devrait trouver assez facilement cette information. Hein. En tout cas, vous avez d'autres moyens pour vérifier qui est bénéficiaire effectif de l'opération et d'autres bases, notamment. Dernière question, peut-on faire déclarer le client à l'acte? La déclaration sur l'honneur peut-elle intégrer dans l'acte de vente? Moi, je ne suis pas trop partisan de toutes ces formules qui sont intégrées dans nos actes sur l'origine des fonds et qui pourraient être interprétées comme clause un peu facile ou comme clause de style. Je pense que, alors effectivement, la déclaration sur l'honneur quant à l'origine des fonds est une bonne piste, hein, je l'ai déjà dit, qui permet de pallier à l'absence d'attestation bancaire, mais mieux vaut que ce ne soit pas dans l'acte et la conserver dans une chemise. Alors moi, je sais que personnellement, je fais des chemises vigilance et puis je classe tous mes pièces dans ma chemise vigilance. Après, bon, bah, évidemment, on peut aussi numériser et se faire un classeur numérique. Ça, c'est à vous de définir donc la méthode. Mais bon, les déclarations dans nos actes, je pense que je ne suis pas partisan de ça. Bon, pas interdit, mais bon, de faire déclarer que, mais est-ce bien suffisant au cas où, évidemment, on aurait raté quelque chose ou en cas de perquisition? Je ne suis pas sûr. Voilà. C'était la dernière question. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation qui a duré un peu plus de temps que prévu. J'espère que vous en ferez bon usage, naturellement. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, puis j'y répondrai. A posteriori, voilà. Bonne fin de journée à vous et travaillez bien dans vos études. Merci beaucoup. Au revoir.